Bonjour, nous recevons aujourd'hui Florence Rousselet. Florence Rousselet n'est pas seulement une enseignante, elle est une maman de 3 enfants. Elle vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle, nous allons le présenter. Il s'appelle Attendez-nous. Attendez-nous. C'est un témoignage sur quelque chose de dramatique qui lui est arrivé, qui est arrivé à sa famille, et plus particulièrement à son fils cadet, qui avait un peu plus d'1 an, 15 mois à l'époque, en 2018, dans un village du Chalonnais, on peut dire où vous résidez, à Sassenais. À Sassenais. C'est un petit village des bords de Saône, bien connu. Madame Rousselet, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous rappeler ce terrible accident, qui est un accident domestique? Parce qu'on fait partie de la rubrique fait divers. Un accident, ça peut être au coin de la rue. Ça peut être un lacet aussi mal ficelé ou qui se défait. Ça peut être une échelle ou un escabeau dans la maison. Et là, en ce qui concerne votre fils, c'est un accident de barrière. C'était un portail. Oui, alors le 18 juin 2018, on était chez des amis. Enfin, moi, j'y étais pas. Mon mari était avec les enfants chez des amis pour récupérer les enfants qui étaient gardés par mon ami. Et au moment de partir, les enfants ont couru vers la voiture et mon mari les suivait de près. Mais l'angle de la maison lui bouchait la vue. Il a perdu de vue les enfants quelques secondes. Et c'est à ce moment-là que le portail s'est décroché et mon fils s'est retrouvé dessous. Un accident plutôt aux conséquences dramatiques tout d'abord, puisque votre fils a été hospitalisé tout de suite à Châlons. Oui. Ensuite héliporté à Lyon durant plusieurs mois. Est-ce que vous pouvez nous, brièvement, enfin quelques mots, nous rappeler comment ça s'est passé après déjà la première intervention des sapeurs-pompiers locaux, je crois? Oui. Alors, mon mari a soulevé la barrière. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment comment, parce que quand ils ont démonté le portail après, ils étaient 3 à la porter, la barrière. Mais lui, il a réussi à la soulever d'une main. Il a récupéré notre fils dessous. Et puis, assez vite, il a arrêté de respirer. Donc, ça aurait été dramatique si les pompiers de Sassenais ne s'étaient pas déplacés. Ils sont arrivés en 2 ou 3 minutes. Ils l'ont réanimé avec les moyens du bord parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de matériel pour les enfants. Donc, ils avaient un masque qui faisait à peu près la circonférence de la tête entière de mon fils, mais c'est comme ça qu'ils l'ont réanimé. D'ailleurs, les pompiers ont été très choqués. Ils n'avaient pas l'habitude de ce genre d'intervention et on a su après qu'ils avaient eu une cellule psychologique. L'un des 2 pompiers, d'ailleurs, était jeune père et il a très très mal vécu ce sauvetage. Ensuite, donc, ils l'ont emporté... Non, ils ont attendu d'ailleurs le SMUR qui a mis une vingtaine de minutes à arriver. Et ensuite, ils l'ont transporté à Châlons. Ils lui ont fait un scanner, ils ont déterminé qu'il avait un grave traumatisme crânien avec une hémorragie cérébrale. Et donc, ils l'ont plongé dans un coma artificiel parce qu'il montrait quelques signes de réveil. Et il fallait surtout préserver son cerveau. C'était vraiment la priorité absolue. Donc, ils l'ont gardé à Châlons. Moi, j'ai su, en fait, je les ai rejoints, j'étais au travail et j'ai su qu'il avait eu un accident. Ça faisait déjà peut-être pas loin d'1 heure qu'il avait eu son accident. Il était à Châlons, donc je les ai rejoints aux urgences de Châlons. Et vers 23 h le soir, ils l'ont transporté par hélicoptère à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon, où on les a rejoints, nous, en voiture. Et là, est-ce que vous avez passé par la suite plusieurs jours avec lui, notamment il a été réanimé? Je ne suis pas retournée à Châlons pendant plusieurs jours. Moi, je suis restée avec lui tout le temps, en fait. C'est des amis qui se sont relayés pour garder nos autres enfants, nos voisins, déjà en premier lieu, puis ensuite nos parents qui se sont débrouillés pour venir. Ils n'étaient pas en retraite à l'époque, donc c'était compliqué. Mais les collègues de ma mère se sont cotisés pour lui offrir des jours de congé. Et puis ma belle-mère aussi a posé des vacances pour pouvoir venir s'occuper de nos enfants à Sassenais, pendant que nous, on est restés avec lui. De toute façon, dans un premier temps, c'est ce que les médecins nous ont dit au départ de Châlons et à l'arrivée à Lyon, c'est que son pronostic vital était engagé. Donc nous, on ne pouvait pas partir parce qu'on ne savait pas si on le reverrait, si on partait en fait. Comment était la réaction de vos 2 autres enfants par rapport à l'accident, tout d'abord? Pour le deuxième, la culpabilité, parce qu'il était à côté de son frère quand le portail est tombé.
Il est possible que ce soit lui d'ailleurs qui ait touché le portable en dernier, même si à 4 ans et demi, on n'est pas responsable de la chute d'un portail. Donc lui, beaucoup de culpabilité. Et on a essayé de lui expliquer beaucoup, mes parents, mes beaux-parents, tout le monde lui a dit « mais tu sais, c'est pas de ta faute ». Et ça a mis beaucoup de temps à rentrer et je pense qu'encore maintenant, c'est pas tout à fait clair pour lui. Pour leur grand frère qui jouait à l'autre bout du jardin, il jouait au foot avec son copain. Pas la même responsabilité, c'est clair, mais je sais pas, il a essayé de nous préserver, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu être un problème pour nous, donc il n'a jamais donné son sentiment sur la question. Et je pense que maintenant, avec l'écriture du livre, il découvre des choses. Et je l'ai surpris l'autre jour à avoir pris on a un carton avec des livres à la maison, et il en a pris un, et on parle beaucoup de la page 36. Et il a voulu lire la page 36 pour savoir ce qui s'est passé, et c'est là qu'il a compris qu'en fait, une chose dont on leur avait jamais parlé, c'est que leur frère, à de nombreuses reprises, on a pensé qu'il allait mourir. Il a été plusieurs semaines, je crois, enfin plusieurs mois même, à Lyon. Oui. Quand est-ce qu'il a retrouvé, qu'il est sorti de ce coma, au bout de combien de temps? Le coma, ça a duré une dizaine de jours. Ils ont commencé à essayer de le réveiller une petite semaine après l'accident, mais ils avaient dû lui donner des fortes doses de produits, enfin d'anesthésiants, et il a mis 3 ou 4 jours à se réveiller avec des forts symptômes du syndrome de manque. Donc ça aussi, ça a été très impressionnant. C'est vrai que tant qu'il était dans le coma, les machines qui sonnent en permanence, c'était impossible de rester avec lui dans sa chambre. Parce qu'on avait trop demandé aux médecins, on avait dit tel chiffre, qu'est-ce que ça veut dire, et donc on surveillait la pression intracrânienne, on surveillait la saturation, on surveillait tout. Et c'était insupportable parce que les chiffres n'étaient jamais bons. Mais une fois qu'il a commencé à se réveiller, en fait, bêtement, on s'imaginait que c'était comme dans les films. Et il allait tousser un petit coup, dire maman, et puis c'était terminé. En fait, pas du tout, c'est très très long. Et ça, on s'y attendait pas du tout. En fait, quand il s'est réveillé, il a ouvert les yeux d'abord, mais les yeux étaient vides, il n'y avait rien dedans. Et nous, on ne savait pas dans quel état était son cerveau, parce qu'ils n'avaient pas encore fait d'IRM à l'époque. On nous avait prévenu que c'était possible que ça soit un légume. Et il a fallu 4 jours pour que vraiment il se réveille. Donc qu'il ne fasse pas que ouvrir les yeux. Et puis à ce moment-là, entre-temps, dans les 4 jours de réveil, on a fait une IRM qui a révélé qu'a priori, il pouvait être aveugle. Et puis, il avait des graves lésions cérébrales. Donc, il y avait toute une liste de choses qu'on pouvait craindre. Et il y en a plusieurs qui se sont révélées plutôt vraies au réveil. Et après, ça a été la rééducation? Après, alors, il est resté, après le réveil, encore quelques jours en réanimation pédiatrique. Et puis, il a fallu laisser la place. Donc, ils l'ont admis en neurochirurgie. Comme il avait eu 3 opérations de neurochirurgie, il a pu aller dans le service de neurochirurgie. Et puis, une semaine plus tard, là encore, il fallait laisser la place. Il allait bien, sauf qu'il était redevenu un nourrisson, en fait. Il tenait pas assis tout seul, il tenait pas sa tête. Il pouvait à peine se retourner dans son lit, et encore, c'était difficile. Il fallait lui donner à manger, alors qu'il commençait à être un peu indépendant. À 15 mois, il voulait manger tout seul. Ça, c'était des choses qu'il ne pouvait plus faire. Et puis, il ne communiquait plus non plus. Il avait changé de comportement, et physiquement, il avait changé aussi. Voilà. On a eu le droit à un week-end à la maison parce qu'au bout d'une semaine en neurochirurgie, il ne pouvait plus le garder. Mais on n'avait pas encore de place en centre de rééducation. Et puis au bout d'un week-end, on a eu la bonne surprise, c'est que le centre de rééducation a eu une place qui s'est libérée et on a pu retourner donc, à Lyon en centre de rééducation. À Lyon, c'est une structure spécialisée pour enfants? Oui, voilà, un centre de rééducation pédiatrique pour les grands brûlés et les cérébro-lésés. Donc nous, on était dans l'aile cérébro-lésée, à côté de Lyon, dans l'Ain. L'idée du livre est devenue un témoignage, c'est aussi une résilience. C'est quelque chose en disant attention en tant que parent ou grand-parent. C'est beaucoup de choses à la fois. L'idée du livre, ça m'est venu un peu comme ça. J'avais beaucoup besoin de ressasser. À l'époque où il est sorti du centre de rééducation, on est rentré à la maison tout en ne sachant pas quelles seraient ses capacités cognitives.
Et même si physiquement il allait bien à la sortie du centre, il restait beaucoup de parts d'ombre. Et moi, j'avais beaucoup besoin de ressasser parce que je me disais, cet accident, ça va quand même être un élément fondamental de sa vie, et surtout s'il a des séquelles. Et s'il est capable de me poser des questions plus tard, il va falloir que je sois capable de lui expliquer ce qui s'est passé. Donc je ressassais en permanence. Je ne faisais que penser à ça tout le temps. J'avais même l'impression que c'était écrit sur mon visage. Je ne vivais que pour ça. En plus, en sortant du centre de rééducation, il avait toujours quand même des rééducations, hein, psychomotricienne, kiné, orthophoniste, orthoptiste, le neuropédiatre tous les 3 mois au départ, ensuite 6 mois. Donc c'est vrai que ma vie tournait énormément autour de tout ça. Et j'en dormais plus, vraiment je ne vivais plus. Pour moi c'était l'accident. Et donc je me suis dit au départ, je vais l'écrire. Je vais prendre une feuille et je vais écrire les moments les plus importants de la démarche. Et au moins je pourrais mettre ça de côté. Et puis si dans quelques années il veut qu'on revienne dessus, ben, on le fera. Et donc j'ai pris une feuille, j'ai écrit et en fait j'ai écrit comme des titres en fait de ce dont je voudrais parler, mais ça ne me suffisait pas, j'avais envie aussi de développer ce qu'il y avait dans ces titres. Et les titres en eux-mêmes, ça faisait une trentaine de lignes. Et donc un jour où mon mari était en déplacement et les enfants étaient chez mes parents, parce que je faisais un stage d'anglais avec des élèves au lycée, je me suis retrouvée pendant 3 jours seule à la maison le soir, après 17h. Et là, j'ai pris mon ordinateur et je me suis dit, bon, je vais commencer à écrire, on verra bien ce que ça donne. Et 20 pages plus tard, il n'était encore pas monté dans l'hélicoptère, en fait. Je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus conséquent que ce que j'avais prévu au départ. Et j'en ai parlé à ma psychologue qui m'a dit faites attention parce que c'est une bonne démarche, mais par contre, ça peut réveiller des choses qui peuvent être difficiles à vivre. Donc, elle m'a dit, si vous voulez, je vous suis. Vous me faites lire des pages si vous en avez envie. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, la consultation suivante, je suis arrivée... la veille, je lui ai envoyé par mail les pages que j'avais écrites. Il y en avait une quarantaine et en fait, elle est venue en pleurant à notre consultation. Alors, je suis un peu fière parce que d'habitude, c'était elle qui me faisait pleurer. C'était le juste renvoi de l'ascenseur. C'était à la fois un témoignage émouvant. Est-ce que vous avez, durant cette période de votre drame, hein, que vous avez vécu en famille avec votre conjoint, ce qui n'est pas toujours évident, parce que des fois, les couples... On ne vit pas les choses pareilles. Rencontrer d'autres parents, justement, confrontés à des situations parallèles ou pas identiques, mais semblables. Oui, bien sûr. En réanimation pédiatrique, on a rencontré notamment une famille, leur jeune frère qui avait 13 ou 14 ans a eu un accident de scooter le soir de son anniversaire. Il s'était fait offrir un scooter, il a eu un accident avec. Je ne sais pas ce qu'il est devenu ce garçon. En tout cas, je sais qu'il était sorti du coma. Ils avaient une petite semaine d'avance sur nous et dans un sens, c'était assez rassurant de voir les possibilités. C'est vrai que donc on rencontrait principalement ses sœurs à ce jeune garçon qui avait entre 15 et 20 ans, quoi. Et ça a été vraiment un message d'espoir pour nous parce qu'elle nous disait « Ah oui, effectivement, ce que les médecins vous disent là, nous, c'était il y a 5 jours pour notre frère. Et regardez, maintenant, il se réveille. » Bon, voilà, on a vu aussi le côté négatif des choses, hein, mais ça nous a beaucoup rassurés. Et puis ensuite... en réanimation, les parents, on avait du mal à nouer des liens avec les parents parce que tout le monde vit des situations complètement dramatiques. Mais on a vu passer des gens aussi, puis on a vu des gens qui repartaient sans leur enfant également. Mais au centre de rééducation, oui, de toute façon, la journée, on peut faire que ça, discuter avec les gens. Donc, c'est vrai que toutes les conversations ne tournent que autour des accidents qu'ont conduit leurs enfants à être ici. Mais dans un sens, c'est quand même assez rassurant d'avoir du soutien et de voir aussi que parfois ça se termine bien. Il y a aussi une solidarité très importante, d'une part à l'égard de vos voisins, les gens du village, oui. Votre famille tout d'abord, votre maman oui. En premier, mais aussi tout le personnel hospitalier. Oui. Et vous leur rendez hommage d'ailleurs à la fin, je crois, de mémoire, si mes souvenirs sont bons. J'essaye. De toute façon,
je pourrais jamais leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Hein. C'est vrai que la vie de mon fils, c'est au-delà de tout ce qu'on peut m'offrir. Hein. Vraiment, c'était... je les remercierai autant de fois que je pourrais, mais ça sera jamais suffisant. C'est vrai que la solidarité, oui, ça a été une chose qu'on a beaucoup constatée. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui me demandaient des nouvelles tout en me disant on n'a pas envie de te déranger. Et donc, j'avais tendance à faire une chaîne de textos. En fait, j'envoyais un texto à une trentaine, quarantaine de personnes au début, puis à la fin, c'était plutôt 60. Et je sélectionnais, en fait. Il y avait les gens de ma ville de naissance, les collègues du collège où je travaillais avant, les parents, la famille, les amis, etc. Et en général, eux redispatchaient ensuite à leur réseau. Donc, j'ai aucune idée de combien de personnes recevaient les textos, mais je crois que c'était beaucoup. Et je croisais parfois, enfin j'ai croisé après dans la rue des gens que je ne connaissais pas ou parfois dans le cadre de l'école de musique, des parents ou à l'école des enfants, des gens qui me disaient « Alors comment va votre fils En fait, je suis infirmière à Châlons, je suis aide-soignante à tel endroit, je suis femme de ménage au CAMS. » Enfin, je recevais voilà, des messages de sympathie où des gens me parlaient dans la rue pour me demander des nouvelles de mon fils. Et je pense que voilà, c'est une histoire qui a beaucoup touché au niveau local. Et je me dis que je leur devais aussi de dire ce qui s'était passé, de dire comment ça s'était terminé. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les centres, enfin voilà, au centre de rééducation ou à l'hôpital. C'est que les soignants, ils aiment bien savoir ce qui deviennent les patients. Comment va-t-il, votre fils, aujourd'hui? Il est scolarisé, je crois, à Sassenay, toujours? Oui, c'est ça. Il vient de commencer. Il est en petite section à Sassenay. En fait, il est redevenu à l'état d'enfant normal. C'est vrai que jusqu'à presque à la rentrée, on a pensé qu'il aurait des aménagements. On ne savait pas trop comment ça se passerait. Il a des lésions cérébrales qui peuvent faire penser à des troubles de l'apprentissage type 10. Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. A priori, moi, j'y crois pas trop pour l'instant parce que en début de petite section, il sait déjà reconnaître des lettres, il sait déjà reconnaître quelques chiffres. Donc, je suis pas spécialement inquiète et en fait, il n'a pas d'aménagement. Il avait un traitement préventif en cas de crise de convulsion et en fait, il n'en a jamais fait. Donc ça, on a eu aussi beaucoup de chance à ce niveau-là. Comme tous les traumatisés crâniens, il multipliait par 10 le risque d'épilepsie. Et il n'a, en tout cas qu'on sache, jamais fait des crises d'épilepsie. Donc le neuropédiatre nous a dit qu'à plus de 2 ans après l'accident, on pouvait écarter cette piste maintenant. Et donc voilà, il est arrivé, il est en système scolaire ordinaire, comme un garçon ordinaire. Pour en revenir à l'ouvrage, entre le témoignage que vous rédigez chez vous sur ordinateur et la parution, il a fallu trouver un éditeur? Oui. Ça n'a pas dû être facile? Moins difficile que ce que j'avais imaginé. Je n'ai pas envoyé mon livre à beaucoup d'éditeurs parce que déjà, je ne me prenais pas trop au sérieux. Je me disais, ça reste quand même quelque chose de très personnel, très intime. Je ne savais pas si j'avais vraiment envie de diffuser notre histoire parce que je voulais protéger mes enfants. Mais d'un autre côté, j'avais envie aussi de le diffuser pour que, tout simplement, nos amis n'avaient pas pensé à regarder leur portail. Ils ne pensaient pas qu'il y avait un problème avec leur portail, parce que sinon, évidemment, qu'ils auraient fait les travaux. Et je pense que, bêtement, enfin, c'est un accident qui n'est pas rare, en fait. Le portail qui tombe et une personne qui se retrouve coincée dessous, enfant, adulte. Et je pense que si je peux préserver comme ça quelques personnes en France, bah, ce sera toujours ça de gagner. Donc ça a été, voilà, ça a été la démarche. Donc j'avais envoyé à un premier éditeur tout en me disant pourquoi pas éditer à compte d'auteur, mais il ne faudrait pas que ce soit trop cher. Et donc le premier éditeur me demandait une somme assez folle et je m'étais dit non, bon, bah, si c'est pour faire ça, tant pis, je ne le ferai pas et ce n'est pas grave. J'ai envoyé aussi à 2 maisons d'édition un peu plus connues. Et puis, ça a été des refus, mais pas des refus catégoriques. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, on ne fait pas ce genre d'ouvrage, mais si vous voulez, vous pouvez faire de l'auto-édition et ça devrait fonctionner. Donc voilà. Oui, c'est un ouvrage de plus de 300 pages, qu'on trouve où d'ailleurs? Alors qu'on trouve sur commande en librairie. Pour les Chalonnais, on peut le trouver à la librairie Leclerc Nord. Et puis au bureau de tabac de Sassenay aussi.
Voilà. Sinon, voilà, sur commande en librairie. Vous avez eu des réactions, j'ai eu une bonne critique dans un journal du Haut-Doubs, dans Oui. votre région natale, C'est vrai. C'est vrai. qui était assez élogieux d'ailleurs, l'article. Oui, j'ai eu de la chance. C'est vrai qu'il y a eu 4 articles qui sont sortis sur mon livre. Et les 4 ont été d'ailleurs plutôt élogieux. Je pense que peut-être qu'il y a des critiques à faire probablement, mais je ne sais pas, peut-être que les gens n'osent pas les faire. Jusque-là, j'ai eu des retours vraiment positifs. Je pense que le chemin de la résilience, peu importe la raison pour laquelle on a un traumatisme, on est nombreux à porter des traumatismes et les histoires se recoupent souvent. On vit les mêmes genres de sensations et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans mon livre même sans avoir vécu un traumatisme, même sans avoir vécu presque la perte de son enfant. Voilà, je pense à une voisine qui me parlait de l'AVC de sa maman et qui disait qu'elle se retrouvait beaucoup voilà, dans la démarche. Oui, si on retrouve un peu les mêmes mécanismes de suivi à l'hôpital, de Oui, suivi aussi après les premiers soins. Et puis la reconstruction, je pense que ça c'est quelque chose sur lequel j'ai voulu insister, c'est que une fois qu'il a été sorti de l'hôpital, les gens sont partis du principe que ça allait. Mais même la famille proche, en fait, s'est dit, bon voilà, ça y est, il est guéri, il est retourné dans le système normal, tout va bien. Nous, on ne savait pas, déjà, si il pouvait avoir une vie ordinaire. Et puis aussi, même une fois qu'on a été vraiment rassurés, c'est-à-dire un peu plus d'1 an après l'accident, on s'est dit qu'il serait de capacité, d'intelligence normale, ou presque. Le traumatisme, ça part pas comme ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je me suis sentie seule, beaucoup, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, avec mon mari, on a réagi très différemment. Pour lui, à partir du moment où il était vivant, il était heureux. Il se disait, voilà, moi j'ai toujours mon fils, et handicapé ou pas, tant pis, on fera ce qu'il faut et on s'adaptera. Moi, j'avais du mal à accepter. Je me disais, est-ce que c'est pas un peu égoïste de vouloir garder à tout prix un enfant pour qu'il souffre on ne savait pas, en fait. C'est difficile de ne pas savoir. Oui. Et le traumatisme, pour moi, ça a duré, je pense, encore près d'1 an après sa sortie de l'hôpital. Ça commençait à aller mieux, en gros, à l'été, voilà, 1 an après l'accident. Ça commençait à aller mieux. Mais au mois de novembre, l'année d'après, il a fallu qu'il se refasse opérer de sa dérivation pour la 4e fois. Et ça a été... c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le traumatisme, on a beau avoir dépassé certains stades, il est toujours là, prêt à ressurgir à la moindre alerte, en fait. Il est encore petit. Il a vécu une situation douloureuse, dramatique. Vous allez lui recommander la lecture de l'ouvrage dans quelques années? Ou lui raconter une histoire, l'histoire? Oui, leur raconter l'histoire. Je verrai avec lui, ça dépend. Je verrai quelles sont ses demandes aussi. Ce livre, au départ, c'est un peu pour lui quand même, mais il n'a pas vraiment vocation à être lu par lui. Déjà, quand mon aîné veut le lire, j'hésite. Je ne sais pas si vraiment il est à mettre entre toutes les mains. On verra. On verra, je ne sais pas. Madame Rousselet, nous souhaitons bon courage et bonne vente. Merci. Bonne lecture. Et vous remercions, nous recommandons à nos auditeurs cet ouvrage qui vient de paraître il y a quelques semaines seulement. Merci beaucoup. Merci. C'est bon.